Vous n'avez pas votre place ici. Pas dans cette file. Pas avec cette posture. Pas avec ce visage qui prétend avoir mérité le commandement. Les mots claquent à travers la porte C-17 comme une gifle. Le pilote ne baisse pas la voix. Il la hausse. Tranchant, théâtral, inclinant le menton pour que la foule puisse le voir. L'embarquement prioritaire est pour ceux qui pilotent réellement l'avion, pas pour les cas sociaux qui ont appris la confiance dans un podcast. Il arbore un sourire suffisant, ses yeux parcourant le manteau simple et les chaussures souples de la femme. Avez-vous photocopié une carte d'embarquement, ou espérez-vous que personne ne remarque que vous vous êtes glissé ici? Un silence se propage vers l'extérieur. Les téléphones s'arrêtent au milieu du défilement. Un enfant cesse de mâcher son chewing-gum. Le docteur Lydia Brox, 42 ans, noire, au teint brun moyen, aux yeux calmes, reste immobile, les deux mains croisées autour d'une fine mallette en cuir. Elle porte un cardigan anthracite sur un chemisier simple. Aucun bijou au-delà d'une fine alliance. Ses cheveux sont soigneusement enroulés. Sa posture est droite mais sans prétention, comme quelqu'un habitué aux pièces qui écoutent sans qu'on ait besoin de leur dire de le faire. Elle inspire une fois, lentement. Le pilote s'approche, savourant l'instant. Julien de Beaumont, 38 ans, blanc, grand, un sourire de star de cinéma aiguisé par le sentiment de son propre droit. Son uniforme est immaculé. Les galons de capitaine brillent. Téléphone tenu au pour indirect. Il est célèbre. Des millions de followers, des contrats de marque, un visage que la compagnie aérienne utilise quand elle veut paraître confiante. Voyez les amis, dit Julien à la foule, à sa caméra. C'est ce qui arrive quand les trophées de participation commencent à embarquer dans les avions. Un rire jaillit de quelqu'un derrière lui. Il s'en nourrit. Madame, laissez-moi deviner. Siège 1A. Bien sûr, tout le monde veut s'asseoir là où s'assoient les adultes. Un agent d'embarquement se raidit. La sécurité déplace son poids. Personne n'intervient. La carte d'embarquement de Lydia reste entre ses doigts. Elle ne la lève pas. Elle ne tressaille pas. Elle regarde le tapis, bleu marine avec de fines lignes argentées, et laisse le bruit passer sur elle comme le vent. Julien tourne autour d'elle d'un demi-pas, reniflant théâtralement. Vous sentez ça? C'est un mélange de prétention et d'illusion. Il glousse. Détendez-vous. Je vous rends service. Cet avion fonctionne à la discipline, à la précision, avec des gens qui ont mérité le respect, pas avec des ondes positives. Un homme chuchote. Est-il sérieux? Une femme serre plus fort la sangle de son sac à main. Lydia lève le regard, stable, mesuré. Monsieur, dit-elle, la voix basse, égale. J'ai une carte d'embarquement valide. Julien rit plus fort. Écoutez ce ton, on dirait une conférence TED sur l'humilité. Il se penche vers l'agent d'embarquement. Vous vérifiez les identités aujourd'hui ou vous laissez n'importe qui jouer à la compétence? L'agent, au début de la vingtaine, les yeux noirs fuyants, déglutit. Monsieur, s'il vous plaît. Oh, arrêtez, l'interrompt Julien. Si je laisse passer ça, la prochaine chose que vous savez, c'est que le cockpit devient un club de lecture. Il se retourne vers Lydia. Écartez-vous. Vous pouvez embarquer avec la classe générale ou mieux, essayez le service client. Ils vous expliqueront comment fonctionnent les files d'attente. Quelques personnes bougent, mal à l'aise. Une caméra de téléphone se lève. Lydia ferme les yeux un instant, non pour battre en retraite, mais pour choisir. Elle les rouvre, calme, intacte. Je ne bougerai pas. Le sourire de Julien se durcit. Waouh. Têtu, en plus. C'est toujours le même scénario. Il angle sa caméra pour avoir la meilleure lumière. Les amis, rappelez-vous, la confiance sans les qualifications n'est que du bruit. Un souvenir scintille derrière les yeux de Lydia. Des simulateurs de vol à l'aube. Des salles de conseil épaisses de peur. De jeunes pilotes tremblants avant leur premier commandement. Elle presse son pouce sur la couture de sa mallette, s'ancrant elle-même. Monsieur, répète-t-elle. S'il vous plaît, baissez la voix. Il ricane. Oh, maintenant c'est moi qui suis agressif, c'est ça? C'est mignon. Il jette un coup d'œil à la sécurité.
Vous voulez gérer ça avant que cela ne retarde mon vol? J'ai de vraies responsabilités qui m'attendent. La sécurité s'approche. La foule retient son souffle. Lydia croise le regard de Julien. Il n'y a pas de colère là, seulement de la résolution. Je ne serai pas humilié pour vous mettre à l'aise. Les mots atterrissent doucement, et d'une certaine manière, ils frappent plus fort qu'un cri. Julien cligne des yeux, irrité. Humilié? Vous vous embarrassez vous-même. Il fait un signe dédaigneux. C'est ce qui arrive quand les compagnies aériennes chassent l'image au lieu des standards. Standard. Le mot se pose. Lourd. Inaperçu. Pour l'instant. L'annonce d'embarquement retentit. Julien sourit, satisfait, et pivote vers la passerelle. Problème résolu, dit-il à son flux vidéo. Un autre jour à maintenir le ciel professionnel. Lydia reste là où elle est. Alors que Julien disparaît sur la rampe, un superviseur de porte s'approche enfin, la voix serrée. Madame, nous allons devoir vérifier votre siège. Lydia tend la carte. Ses doigts sont stables. Le superviseur l'a scanné. L'écran clignote en vert. Une pause juste une fraction trop longue. Lydia le remarque. Elle remarque tout. Elle rassemble sa mallette et s'avance, les yeux se levant une fois de plus vers le panneau de la porte C17. Le numéro semble familier, comme un marque-page dans un livre qu'elle a écrit elle-même. Derrière elle, les murmures commencent. Devant elle, Julien de Beaumont croit que le moment est terminé. Ce n'est pas le cas. Une réponse douce détourne la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Proverbe 15h01. Lydia marche dans l'avion sans un autre mot. Le silence la suit. Si vous avez déjà été rabaissé, rejeté ou humilié parce que quelqu'un pensait que vous n'aviez pas votre place, alors ce qui se passe ensuite avec Lydia vous fera repenser à ce à quoi ressemble le vrai pouvoir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et rester avec Dignity Voices pour suivre cette histoire de force tranquille et de justice. Mais l'erreur du pilote n'était pas l'insulte. C'était de croire que le silence signifiait la soumission. Julien s'arrête au milieu de l'allée comme si quelque chose n'allait pas avec l'avion lui-même. Il a à peine dépassé la rangée 2 lorsque ses yeux captent le siège 1 et la femme qui y est assise. Eh bien, dit-il bruyamment, se tournant juste assez pour que toute la cabine puisse l'entendre. Regardez-moi ça. L'allée s'engorge instantanément. Un bagage à main heurte un genou. Une carte d'embarquement vole au sol. Les conversations meurent au milieu des phrases. Julien ne bouge pas. Donc, l'erreur de la porte m'a suivi à bord, poursuit-il, souriant finement. C'est impressionnant. Habituellement, la confusion est corrigée avant le décollage. Une onde de malaise se propage dans la cabine. Au siège 1A, Lydia lève les yeux calmement. Capitaine, dit-elle d'un ton égal. S'il vous plaît, permettez à l'embarquement de continuer. Il rit. Court, tranchant, théâtral. Oh, j'adore ce ton. Très confiant, il fait un geste vague vers le cockpit. Vous savez, cette porte ne s'ouvre pas parce que quelqu'un croit qu'il a sa place à l'avant. Un téléphone se lève quelques rangées en arrière. Un autre suit. Julien s'approche, rétrécissant l'allée délibérément. Le siège 1A est symbolique, dit-il. Leadership, autorité, responsabilité. Ses yeux la parcourent sans excuse. Ce n'est pas un exercice de motivation. Une femme au premier rang serait dit. Un homme de l'autre côté de l'allée marmonne quelque chose dans sa barbe. Lydia garde les mains croisées. Je suis assise correctement. C'est discutable, répond Julien. La confiance a une façon de convaincre les gens qu'ils ont mérité des choses qu'ils n'ont pas. Une hôtesse de l'air hésite à proximité, ses yeux passant de l'un à l'autre. Capitaine, dit-elle prudemment, nous avons presque fini l'embarquement. Un instant, claque Julien, sans la regarder. Il se penche vers Lydia, baissant la voix juste assez pour que cela semble personnel. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. S'asseoir près du pouvoir ne signifie pas que vous l'avez. La proximité n'est pas une qualification. L'insulte est délibérée, chirurgicale. Un murmure parcourt la cabine. Lydia croise son regard. Vous dépassez les bornes. Les sourcils de Julien se lèvent, amusés.
Je dépasse les bornes? Il glousse. J'ai piloté dans des tempêtes qui ne se soucient pas des sentiments. Il tape sur son téléphone. Et maintenant, je suis corrigé par quelqu'un qui pense qu'une élocution calme équivaut à l'autorité. La lumière rouge du téléphone clignote. L'hôtesse de l'air essaie encore. Monsieur, la politique de la compagnie. La politique est exactement mon souci, coupe Julien sèchement. La politique garde les distractions hors du cockpit. Il se retourne vers Lydia. Et en ce moment, vous êtes une distraction. Le mot atterrit comme une gifle. La cabine devient silencieuse. Lydia inspire lentement. Je suis conforme. Je suis assise. Je n'interfère avec rien. C'est ça le problème, riposte Julien. Vous agissez comme si vous aviez votre place. Une respiration brusque s'échappe de quelqu'un près du hublot. Julien se redresse, s'adressant à la cabine comme s'il s'agissait d'une salle de briefing. L'aviation est une question de standard. De chaîne de commandement. D'aptitude psychologique. Son sourire se courbe. Nous ne donnons pas le leadership à quiconque parle doucement et espère que personne ne le défiera. C'est du harcèlement, murmure une femme. Julien l'ignore. Il se penche à nouveau, la voix basse et intime, conçue pour humilier. Poussez trop loin et la réalité vous corrige durement. L'expression de Lydia ne change pas. Éloignez-vous. Il rit plus fort, réclamant la scène. Oh, ma chérie. Les choses ne s'arrêtent pas parce que vous demandez gentiment. Il se tourne vers l'hôtesse de l'air. Informez les opérations. Documentez l'interférence passager. Elle pâlit. Capitaine, elle n'a pas. Faites-le, ordonne Julien. Ou je le ferai. C'est alors que Lydia se lève. Le mouvement est petit, mais il réinitialise la pièce. Les conversations s'arrêtent. L'air semble plus serré. Même le bourdonnement du moteur semble s'arrêter. Elle n'entre pas dans son espace. Elle se lève simplement et l'occupe. Asseyez-vous, dit Lydia calmement. Vous n'êtes pas apte à commander ce moment. Un halètement collectif, le sourire de Julien vacille pour la première fois. Pardon, vous m'avez entendu. Pendant un battement de cœur, il semble qu'il pourrait exploser. Puis il récupère avec un ricanement. Je ne prends pas d'ordre des passagers. Je ne vous donne pas un ordre, répond Lydia. Je nomme un comportement. Le silence s'étire, lourd, chargé, indéniable. Le chef de cabine apparaît à l'avant. Capitaine, cockpit maintenant. Julien rompt le contact visuel, se moquant en se tournant. Profitez du siège tant qu'il dure, marmonne-t-il. Les illusions ne volent pas longtemps. Il marche vers l'avant. Lydia s'assoit. La cabine expire par fragments. L'embarquement reprend, maladroit et feutré. Une femme de l'autre côté de l'allée se penche. Ça va? Oui, répond Lydia, et elle le pense. Derrière elle, un homme murmure, vous avez géré ça avec plus de retenue qu'il ne le méritait. Elle offre un faible sourire et se tourne vers le hublot. À l'avant, Julien s'installe dans le siège gauche, la mâchoire serrée. Il se dit qu'il a gagné. Que le volume égale l'autorité. Que le silence égale la faiblesse. Derrière lui, au siège 1A, Lydia croise les mains et attend. Elle sait quelque chose qu'il ignore. Cette collision n'a jamais été à propos d'un siège. C'était à propos du commandement, et le jugement a déjà commencé. La porte de la cabine se scelle avec un bruit sourd qui résonne plus longtemps qu'il ne le devrait. C'est le son que Julien attendait. Avant que le briefing de sécurité ne se termine, avant même que l'avion ne s'éloigne de la porte, il détache sa ceinture et se lève du seuil du cockpit, une main appuyée contre le cadre comme un homme réclamant un territoire. Sa voix coupe à travers la cabine, non amplifiée, juste exercée. Mesdames et messieurs, nous allons avoir un bref retard. Des murmures ondulent. Quelqu'un vérifie sa montre. Un bébé s'agite puis se calme. Julien sourit comme s'il leur rendait service. Ce retard est dû à une situation qui doit être réglée pour la sécurité de tous. Chaque tête se tourne, ses yeux atterrissent sans cligner sur le siège 1A. Lydia reste immobile, les mains croisées sur sa mallette, le regard vers l'avant. Elle sent le changement avant de l'entendre.
La concentration collective, la chaleur de l'attention. Elle a vécu ce moment dans d'autres pièces, d'autres contextes. La scène est nouvelle. Le scénario ne l'est pas. Julien s'avance complètement dans l'allée maintenant, bloquant le flux comme un barrage. L'aviation n'est pas un club de débat, dit-il. Ce n'est pas un endroit pour des expériences sociales ou du cosplay de confiance. Il laisse les mots pendre. Elle fonctionne sur la hiérarchie, la discipline et le respect de l'autorité. Quelques rires nerveux flottent et meurent. Julien continue, s'échauffant à la performance. La plupart des passagers comprennent qu'ils doivent suivre les instructions. Ils ne défient pas l'équipage. Et ils n'essaient certainement pas de s'affirmer là où ils n'ont pas leur place. Place. Le mot atterrit dur et propre. Les téléphones se lèvent. Les lumières rouges clignotent. Lydia lève le menton. « Capitaine, dit-elle d'un ton égal. Vous créez une perturbation. » La cabine inspire comme un seul homme. Julien rit fort, méprisant. Oh, écoutez ce langage. Il secoue la tête. La confiance sans les qualifications est dangereuse, surtout quand elle commence à prétendre être l'autorité. Il se rapproche, rétrécissant l'allée jusqu'à ce que son ombre coupe à travers son siège. Ce siège ici, dit-il doucement, cruellement. Il ne vous rend pas importante. Il vous met juste là où les gens importants s'assoient. Lydia le regarde. Alors pourquoi cela vous dérange-t-il autant que j'y sois? La question fige la pièce pendant une demi-seconde. Le masque de Julien glisse. Puis il ricane. Je suis offensé, claque-t-il. Il y a une différence. Un homme derrière Lydia marmonne. C'est mal. Julien tourne brusquement la tête vers la voix. Monsieur, si vous êtes mal à l'aise, vous êtes le bienvenu pour débarquer. Nous gérons une opération stricte. Personne ne bouge. Lydia inspire lentement, contrôlée. Elle se lève. Le bruit du siège qui bouge est petit, mais il porte. La cabine le sent. Elle ne se précipite pas. Elle ne prend pas la pause. Elle se lève simplement et tient son espace. J'ai suivi chaque instruction, dit-elle. J'ai embarqué quand on m'a appelé. Je me suis assise où on m'a assigné. Je n'ai posé aucune menace à la sécurité. Julien se penche, envahissant son espace délibérément. Vous défiez un capitaine devant sa cabine, chuchote-t-il. Cela seul me dit tout sur votre jugement. Sa voix ne vacille pas. Votre titre n'excuse pas l'abus. Un halètement parcourt l'allée. Julien se redresse et hausse la voix à nouveau, réclamant la foule. C'est exactement le problème, dit-il, la désignant comme une preuve. C'est ce qui arrive quand les gens confondent un ton calme avec la compétence. Les voix douces ne pilotent pas les avions. La cruauté non plus, répond Lydia. Les mots coupent proprement, chirurgicaux. Pendant un battement de cœur, personne ne respire. Le visage de Julien rougit. Asseyez-vous, ordonne-t-il. Lydia ne bouge pas. Je ne serai pas publiquement humiliée pour protéger votre ego, dit-elle doucement. C'est alors que Julien craque. Assez, aboie-t-il, tournant vers l'avant. Documentez cette interférence passager. Je veux la sécurité à la porte à l'arrivée. Le chef de cabine hésite. Capitaine, voulez-vous expliquer une distraction dans le cockpit au conseil? Julien coupe froidement. Où devrais-je le faire? L'ironie glisse à travers la pièce inaperçue. Une vague sourde d'indignation commence à remuer. C'est du harcèlement. Il abuse de son pouvoir. Pourquoi personne ne l'arrête? Julien lève les mains dans un calme moqueur. Tout le monde se détend. Nous sommes des professionnels ici. Il se retourne vers Lydia. Madame, asseyez-vous ou cela devient plus compliqué que nécessaire. Lydia l'étudie, non avec colère, non avec peur, mais avec clarté. Elle voit l'addiction aux applaudissements, la confusion du volume avec le contrôle. Elle comprend le piège. Elle choisit la retenue. Lydia s'assoit, non parce qu'il le lui a dit, mais parce qu'elle refuse de lui donner le spectacle qu'il veut. La cabine expire en morceaux brisés, un soulagement tressé de honte. Julien ajuste sa veste, satisfait. Merci, dit-il, dégoulinant de condescendance.
Vous voyez comment fonctionne la coopération? Il se tourne et retourne dans le cockpit, scellant la porte derrière lui. À l'intérieur, il s'autorise un sourire. Il croit avoir gagné. Que la pression publique plie les gens. Que l'humiliation impose l'ordre. Derrière la porte, les moteurs commencent leur bourdonnement bas et régulier. Au siège 1A, Lydia ferme les yeux. Non en défaite. En résolution. Elle ouvre sa mallette juste assez pour vérifier son téléphone. Pas encore d'alerte. Pas de message. Elle le glisse à l'intérieur intact. Le timing compte. Autour d'elle, les murmures fleurissent. Vous ne méritiez pas ça. Elle a géré ça avec grâce. Il est allé trop loin. Une femme de l'autre côté de l'allée se penche, la voix tremblante. Je suis désolé. Lydia hoche la tête une fois. Merci. Alors que l'avion commence à rouler, la lumière du soleil traverse les hublots en biais, jetant de longues ombres dans l'allée. Lumière et obscurité divisant la cabine comme un verdict silencieux. À l'avant, Julien s'installe dans son siège, convaincu que le pouvoir a parlé. Il ne sait pas que chaque mot qu'il a lâché vit maintenant au-delà de cette cabine, enregistré, partagé, préservé, attendant. Mieux vaut un homme patient qu'un guerrier, celui qui a de la maîtrise de soi que celui qui prend une ville. Proverbe 16h32. L'avion s'élève de la piste et la vérité s'élève avec lui. Si vous avez déjà été humilié en public, si on vous a dit de connaître votre place, ou si vous avez vu quelqu'un abuser de l'autorité pendant que d'autres restaient silencieux, restez avec cette histoire. Aimez et abonnez-vous et tenez-vous avec Dignity Voices où la force tranquille expose l'injustice et la dignité survit à la cruauté. Ils pensent que le silence signifie la soumission. Ils ne réalisent pas que c'est de la discipline. L'avion grimpe à travers une bande de nuages et se stabilise. Les moteurs s'installent dans un bourdonnement régulier, discipliné. Les ceintures cliquent. Les lumières au plafond s'atténuent. La cabine expire, mais la libération est incomplète, comme un souffle retenu trop longtemps, et relâché prudemment pour que personne ne remarque le tremblement. Au siège 1A, Lydia est assise immobile, les mains croisées, le regard tourné vers le hublot ovale. Le monde dehors est tout blanc et bleu maintenant, une géométrie propre qui semble presque miséricordieuse après le désordre des voix et des regards. Son reflet flotte faiblement dans le verre. Visage calme, yeux stables, une encre au milieu d'une cabine qui se recalibre encore. Les gens chuchotent, pas fort, pas audacieusement, par fragments. C'était inconfortable. Il n'avait pas à faire ça. Je n'arrive pas à croire que personne ne l'ait arrêté. Une femme de l'autre côté de l'allée fait semblant de lire à nouveau la carte de sécurité, la retournant une fois de trop. 2 rangées derrière, un homme tape furieusement sur son téléphone, efface, recommence. Un adolescent baisse son appareil et regarde le sol, incertain de ce qu'il doit faire de ce qu'il a capturé. Le chef de cabine passe, s'arrête un demi-temps, et croise les yeux de Lydia. Une excuse vacille là. Professionnelle, retenue, sincère. Lydia incline la tête juste assez pour la reconnaître. Rien de plus n'est nécessaire. À l'avant, la porte du cockpit reste scellée. À l'intérieur, Julien fixe le tableau de bord comme s'il voulait qu'il l'absolve. Il exécute des checklists qu'il connaît par mémoire musculaire, les doigts bougeant avec une efficacité exercée. Tout est vert. Tout est normal. Et pourtant, le silence le pique. Il ajuste son casque, s'éclaircit la gorge. Le premier officier jette un coup d'œil. Juste un coup d'œil, mais cela semble plus long que ça ne l'est. « Tu vas bien ?» demande le premier officier, la voix neutre. « Bien », claque Julien, puis se reprend. « Ouais, bien. » La ligne d'horizon sur l'écran reste droite et à niveau. Julien aime les choses droites et à niveau, contrôlées. Il se dit que l'incident est terminé, que l'altitude lisse tout, que l'autorité règle les différends. Pourtant, une phrase se répète dans son esprit, indésirable et tranchante. Votre titre n'excuse pas l'abus. Il la repousse. Dans la cabine, le chariot de boisson se met en mouvement avec un cliquetis. La glace teinte, les tasses bruissent, la routine reprend, mais c'est performatif maintenant, superposé sur quelque chose à vif. Une hôtesse de l'air s'arrête au siège 1A. De l'eau ? Demande-t-elle avec précaution. Oui, s'il vous plaît, répond Lydia,
la voix douce. L'hôtesse lui tend la tasse, les doigts effleurant légèrement, et offre un sourire reconnaissant. Lydia le lui rend, petit et stable. L'échange semble dénouer quelque chose dans l'allée. Quelques épaules tombent. Quelques yeux se lèvent. Un homme au deuxième rang se penche à travers l'allée, chuchotant. Vous avez géré ça avec plus de retenue que je ne l'aurais fait. Lydia se tourne légèrement. La retenue garde les options ouvertes, dit-elle. Il hoche la tête, châtié. Le temps s'étire. Le signal de ceinture reste allumé. La cabine s'installe dans le rythme du vol. Bourdonnement et murmure. L'accalmie basse qui invite à la réflexion, que vous le vouliez ou non. Lydia ferme les yeux brièvement. Non pour s'échapper, mais pour écouter. Elle catalogue ce qui compte et écarte ce qui ne compte pas. Elle se souvient d'une salle de formation il y a des années. Un jeune pilote perdant le contrôle sous la pression, sa voix stable alors qu'elle le guidait pour revenir au centre. Réduisez le bruit. Respirez. Décidez. Elle ouvre les yeux et atteint sa mallette, les doigts passant la fine Bible et le dossier en cuir pour atteindre son téléphone. Elle le vérifie une fois. Rien. Le bon timing compte. Elle glisse le téléphone en retour et regarde le long de l'allée. L'hôtesse de l'air qui avait essayé, qui avait échoué à intervenir plus tôt, se tient près de l'office, les épaules serrées. Lydia capte son regard et offre le plus petit signe de tête. L'hôtesse expire et se redresse. Quelques minutes plus tard, une vibration subtile bourdonne contre la cheville de Lydia où repose la mallette. Elle attend. Une autre vibration suit. Elle ouvre le dossier juste assez pour jeter un coup d'œil. Inconnu. Audio vérifié. Inconnu. Sources multiples. Le pouce de Lydia s'immobilise. Elle tape un seul mot. Procédé. Elle verrouille le téléphone et le glisse en retour. Rythme cardiaque inchangé. Le premier domino bascule. Pas bruyamment, pas publiquement, tranquillement, correctement. À l'avant, Julien sent une pression qu'il ne peut nommer. Une oppression derrière ses yeux. Il roule des épaules et se concentre sur les instruments. Le silence du premier officier semble plus lourd maintenant, comme s'il avait appris à observer. « Tu veux que je prenne les radios ?» propose le premier officier. Julien hésite, notant l'offre là où aucune n'existait auparavant. « Je gère, dit-il. Ce n'est pas le cas. La lumière de la cabine se réchauffe alors que l'avion atteint l'altitude de croisière. Le signal de ceinture s'éteint avec un clic. Les passagers se lèvent, s'étirent, bougent. L'espace respire à nouveau prudemment. Une femme 2 rangées en arrière murmure à son voisin. « Ma sœur vole, si c'est comme ça qu'il parle aux gens. » Son voisin répond, « Ce n'est pas à propos des gens. C'est à propos du pouvoir. » Lydia les entend. Elle entend tout. Elle étudie l'allée comme une rivière. Qui cède? Qui pousse? Qui détourne le regard? Les schémas révèlent le caractère. Le caractère prédit les résultats. Le chef de cabine s'approche une fois de plus, la voix basse. « Madame Brox, s'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin. »« Merci, » dit Lydia. « Je vais bien. » Il hésite. « Je suis désolé. » Elle croise son regard. « Je sais. » C'est tout ce qu'elle lui donne. C'est tout ce qui est requis. 1 heure passe. La cabine devient plus calme, de la façon dont cela se passe quand les gens s'installent dans l'acceptation. Lydia regarde l'aile, la lumière du soleil scintillant sur le métal. Elle pense aux standards non comme des armes mais comme des garde-fous, au leadership non comme un volume mais comme une intendance, à des moments comme celui-ci, petit en surface, sismique en dessous. Elle se souvient d'un verset que sa mère lui a appris bien avant les titres et les couloirs du pouvoir et elle le laisse stabiliser son souffle. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Proverbe 16h32. De l'autre côté de l'allée, la femme avec la carte de sécurité se penche à nouveau. Pensez-vous que quelque chose en sortira? Chuchote-t-elle. Lydia considère la question. La responsabilité n'est pas un spectacle, dit-elle doucement. C'est un processus. La femme hoche la tête, absorbant cela. Dans le cockpit,
le téléphone de Julien, en silencieux, vibre dans son sac. Il l'ignore. Concentre-toi, se dit-il. Pilote l'avion. Maintiens le contrôle. L'ironie presse, mais il ne la nomme pas. Une autre heure glisse. La cabine s'assombrit davantage. Un enfant rit quelque part près de l'arrière, un son propre qui coupe à travers la tension comme une promesse. Lydia croise à nouveau les mains. La mallette repose à ses pieds, banale pour quiconque ne sait pas ce qu'elle transporte. Pas des documents, pas des menaces, mais un cadre. Des standards, des évaluations, un miroir dans lequel la compagnie aérienne sera bientôt forcée de regarder. Elle ne sourit pas. Elle ne jubile pas. Elle attend. Parce que le silence, quand il est choisi, n'est pas une soumission. C'est une préparation. Et quand le moment arrivera, il ne nécessitera pas de voix élevées. Il ne nécessitera que la vérité livrée avec précision. L'avion bourdonne en avant, inconscient du recalibrage déjà en cours. Devant, le ciel s'ouvre. Derrière la porte du cockpit, la certitude commence à se fissurer. Et au siège 1A, Lydia garde son regard stable, prête pour la suite. L'avion touche le sol avec un bruit sourd mesuré. Les pneus agrippant la piste comme la vérité trouvant prise. Des applaudissements éclatent dans les rangées arrière, habituels, presque réflexes, puis s'estompent alors que les moteurs s'inversent et que l'avion ralentit. La cabine se remplit des bruits de l'arrivée, des ceintures qui se détachent, des coffres à bagages qui s'ouvrent en grinçant, de l'impatience douce des gens prêts à se lever et à avancer. Pour la plupart d'entre eux, le vol est terminé. Pour Lydia, il ne fait que commencer. Elle reste assise jusqu'à ce que l'allée se dégage. La mallette repose à ses pieds, ses bords usés lisses par des années de pièces qui ne ressemblaient en rien à cette cabine et pourtant exigeaient la même chose. La clarté sans théâtralité. Quand elle se lève, elle le fait sans hâte, pliant son cardigan une fois et le glissant dans la mallette. Son téléphone vibre. Opération salle de conférence B. RH immédiat. Présence requise. Elle répond par un mot, confirmé. À l'avant, Julien s'engage dans la passerelle, soutenu par la mémoire musculaire de l'arrivée. Il échange un sourire avec un superviseur de porte, signe un presse-papier, hoche la tête vers une paire de passagers qui le reconnaissent d'un écran. Il se dit, l'incident rétrécit déjà, compressé par l'altitude et le temps en quelque chose de gérable. Les gens ont la mémoire courte. Les systèmes préfèrent le calme. Capitaine, dit un responsable des opérations, le rattrapant. Nous avons besoin de vous en salle de conférence B. Julien rit légèrement. Pourquoi? Maintenant, répète le responsable. La salle de conférence surplombe le tarmac à travers un mur de verre. En bas, les équipes au sol bougent avec une efficacité synchronisée. Des gilets fluorescents clignotant selon des motifs exercés. À l'intérieur, la pièce est tendue de détermination. RH, opération, conformité. Le chef de cabine. Le premier officier prend un siège près de la porte, les yeux baissés. Julien se laisse tomber dans une chaise, croisant les bras. D'accord, dit-il, bravade décontractée intacte. Quelle est l'urgence? La porte s'ouvre. Lydia entre. La conversation s'arrête au milieu d'un souffle. Elle marche vers le bout de la table, ne la réclamant pas, ne la demandant pas. L'espace s'ouvre simplement. Elle pose la mallette, l'ouvre avec un soin délibéré, et place un fin dossier sur la surface polie. Puis elle lève les yeux. Bonjour, dit-elle. Merci de vous être réunis à si court préavis. Julien ricane. C'est incroyable. C'est une passagère. Lydia tourne son regard vers lui, calme, impassible. Je suis ici en ma capacité professionnelle. Un officier de conformité s'éclaircit la gorge. Confirmé. Le mot pèse plus lourd que le volume. Lydia continue, ce qui s'est produit à l'embarquement et pendant le roulage atteint le seuil pour une révision immédiate sous le cadre de l'intégrité du commandement. Julien se penche en avant. C'est absurde. Un malentendu monté en épingle. Les malentendus désamorcent, répond Lydia. Ce que nous avons observé a escaladé. Elle fait un signe de tête vers l'écran monté sur le mur. S'il vous plaît, jouez les enregistrements. L'audio remplit la pièce. Inimitable, non édité.
La voix de Julien coupe à travers, tranchante et méprisante. Place. Distraction. Asseyez-vous. La vidéo suit. Tremblante mais claire, capturant la posture et la proximité. Le rétrécissement délibéré de l'espace. La pièce se resserre. Pause. Lydia dit, silence. Ce n'est pas une question d'embarras, continue-t-elle. C'est une question de préparation au commandement. Comment l'autorité est exercée sous stress? Julien recule sa chaise. Je maintenais l'ordre. Vous affirmiez une dominance, répond Lydia d'un ton égal. Il y a une différence. Elle ouvre le dossier et glisse un document sur la table. Effectif immédiatement. Votre statut de commandement est suspendu. En attente de recyclage et d'évaluation. Julien se lève. Vous ne pouvez pas faire ça. Je le peux, dit Lydia. Et je le fais. Les RH parlent prudemment. Capitaine, selon la politique. C'est une chasse aux sorcières, claque Julien, la colère saignant à travers le contrôle. Vous avez apprécié ça. Vous m'avez piégé. Lydia croise son regard furieux sans tressaillir. Je vous ai enduré, dit-elle. Il y a une différence. Elle ferme le dossier. Vous ne volerez pas tant que l'évaluation ne sera pas terminée. Personne ne s'oppose. De l'autre côté de la vitre, un jet s'élève dans le ciel, moteur rugissant, indifférent au recalibrage qui se passe à l'intérieur. Julien regarde autour de la table, des visages qui autrefois différaient, maintenant distants. Il ricane, attrape sa casquette, et sort en trombe. La porte se ferme derrière lui avec un son qui semble définitif. La pièce expire. Lydia reste. Elle répond aux questions. Elle assigne des suivis. Elle parle de culture, pas de punition, de standards, pas de spectacle. Elle écoute les préoccupations sans céder de terrain. Quand c'est fini, elle sort dans le couloir seule. Le terminal au-delà est plus calme maintenant. Le jeune agent de porte de Pluto s'approche, les yeux brillants mais stables. Merci, dit-elle. Pour la façon dont vous avez géré ça. Lydia sourit doucement. Pour la façon dont vous gérez le prochain, répond-elle. Elle marche vers la fenêtre surplombant la piste. Les avions font la queue, moteur au ralenti, attendant leur tour. L'ordre est précis, la chorégraphie exacte. Les systèmes fonctionnent quand tout le monde convient que les règles comptent. Son téléphone vibre à nouveau. RH, enquête presse en attente. OPS, audit culturel initié. Elle glisse le téléphone. La justice n'a pas besoin d'un public, car il n'y a rien de caché qui ne sera révélé et rien de dissimulé qui ne sera mis en lumière. Luc 8h17. Lydia respire, laissant le verset s'installer, non comme un triomphe, mais comme un rappel. La vérité fait surface selon son propre emploi du temps. Le travail est d'être prêt quand elle le fait. Elle se détourne de la vitre et continue de marcher. La révélation est complète. Le protocole a été activé et le système a enfin quelque chose à répondre. Si vous avez déjà vu quelqu'un abuser du pouvoir et vous êtes demandé si la vérité le rattraperait un jour, restez avec son histoire. Aimez et abonnez-vous à Dignity Voices, où l'intégrité tranquille réinitialise les systèmes brisés. Il pensait que clouer un homme au sol mettrait fin à tout. Il ne sait pas que le protocole ne fait que commencer. La porte se ferme derrière Julien sans drame. Pas de claquement, pas d'écho, juste un doux clic administratif qui ressemble à quelque chose en cours de finalisation dans un système qui ne se soucie pas de la force avec laquelle vous protestez. Au-delà du couloir, l'aile des opérations de la compagnie bourdonne d'éveil. Les écrans s'allument. Les calendriers se remplissent. Les noms passent tranquillement d'actif à en révision. Le processus commence non pas avec l'indignation, mais avec la précision. La justice, quand elle est réelle, élève rarement la voix. Lydia se tient à la tête de la salle de briefing des opérations, les mains reposant légèrement sur la table. Les murs de verre révèlent la lueur du terminal au-delà, un diagramme vivant de l'ordre en mouvement. Autour d'elle sont assis la conformité, le juridique, la formation, les RH et les opérations aériennes. Personne n'interrompt. Personne ne remet en question sa présence. L'autorité est déjà établie. Commencez, dit Lydia.
Un officier de conformité tape sur une tablette. L'écran principal se remplit d'une chronologie, d'horodatage, de marqueurs d'incidents, de plaintes archivées autrefois rejetées comme des problèmes de ton ou des malentendus. Les indicateurs rouges fleurissent comme des avertissements silencieux ignorés trop longtemps. Ce n'était pas isolé, dit l'officier. C'est un modèle. Lydia hoche la tête. Les modèles sont des systèmes qui parlent. Elle s'approche. Initiez le protocole d'intégrité du commandement niveau 1. La salle se fige. Le juridique confirme les implications. Suspension immédiate des privilèges de commandement pour les capitaines signalés en attente d'évaluation. Oui, répond Lydia. La compétence technique sans régulation émotionnelle est un risque pour la sécurité. Les téléphones vibrent à travers la table. Les emails partent. Le logiciel de planification se met à jour. Le protocole se propage vers l'extérieur, invisible, mais inarrêtable à travers des bases de données et des certifications qui ne se soucient pas des réputations. Au bout du couloir, Julien est assis seul dans une salle d'évaluation sans fenêtre. Sa casquette repose sur la table, le galon doré attrapant la lumière fluorescente. Un panneau plastifié sur le mur indique « Aptitude au commandement en cours ». Il vérifie encore son téléphone. Les messages s'empilent. Confusion, indignation, soutien. Il retourne l'appareil face contre terre. On frappe. 2 personnes entrent. Elle ne sourit pas. Ceci est une évaluation d'aptitude au commandement, dit l'une. Répondez honnêtement. Julien ricane. C'est des représailles. C'est un processus, répond l'évaluateur. Commençons. Les questions viennent calmement. Quel était votre état émotionnel pendant l'incident d'embarquement? Quelle menace avez-vous perçue? Comment définissez-vous le respect au sein d'une hiérarchie? Julien répond rapidement au début, répété et défensif. Alors que les questions persistent, sa voix se serre. Chaque interruption est consignée, chaque déviation enregistrée. Quand son ton s'aiguise, l'évaluateur le note sans commentaire. Il n'y a pas d'argument à gagner ici, seulement des modèles à exposer. De retour aux opérations, l'onde se propage. Les horaires de formation sont recalibrés. Un mémo sort automatiquement. Recertification de leadership obligatoire, pas une punition. Alignement. Dans le salon de l'équipage, une hôtesse de l'air le lit 2 fois, puis expire. Ils le font vraiment. Un collègue hoche la tête. Il était temps. Lydia marche sur le sol, écoutant. Elle s'arrête près d'une fenêtre surplombant la piste où les avions font la queue patiemment, les lumières clignotant comme des battements de cœur réguliers. Elle se souvient avoir proposé ce protocole il y a des années. Les sourires polis, la mise au placard, trop stricte, disait-il, trop théorique. Elle avait souri en retour et attendu. Maintenant, rien n'est mis au placard. L'après-midi saigne dans la soirée. Le juridique rédige des avis. Prudent, ferme. Les RH préparent des ressources de conseil aux côtés des évaluations. Le bureau de presse rédige une déclaration d'attente promettant la transparence sans spectacle. Lydia la lit et pointe un mot. Enlevé et isolé. Le directeur hoche la tête. Fait. Dans le hangar de formation, les pilotes assistent à un briefing non programmé. La salle est sobre, attentive. Sur l'écran apparaît le cadre de Lydia, pas son visage. Pouvoir sous pression. Commandement comme intendance. Régulation avant autorité. Un pilote lève la main. Que se passe-t-il si quelqu'un échoue? Il ne commande pas tant qu'il ne réussisse pas. Répond l'instructeur. Personne ne discute. Dans la salle d'évaluation, l'examen de Julien continue. Croyez-vous que l'humiliation publique est un leadership efficace? Demande l'évaluateur. Julien hésite. Parfois, les gens ont besoin d'être remis à leur place. L'évaluateur écrit quelque chose. Quand ils sont défiés. Quelles alternatives avez-vous considérées en dehors de l'escalade? Julien ouvre la bouche, puis la ferme. Le silence remplit la pièce. Pas accusateur, juste présent. La nuit s'installe sur l'aéroport. Aux opérations, Lydia signe l'autorisation finale. Le stylo bouge doucement, de manière décisive autour d'elle.
Le système bourdonne, recalibré et alerte. Un analyste junior s'approche, la voix hésitante. Dr Brox. Oui. Je suis ici depuis 8 ans. C'est la première fois que je vois la responsabilité sans que personne ne crie. Lydia offre un faible sourire. Crier est inefficace. L'analyste hoche la tête, soulagé. Julien est escorté hors de la salle d'évaluation. Pas brutalement, pas publiquement, fermement. Vos privilèges de commandement restent suspendus en attente de recyclage et de réévaluation, dit l'évaluateur. Ce n'est pas un verdict, c'est un chemin. Julien rit creusement. Vous pensez que cela rend le vol plus sûr? L'évaluateur fait une pause. Cela rend les gens plus sûrs. Julien ne dit rien. Lydia rassemble sa mallette et marche vers la sortie. Elle passe des fenêtres, encadrant la piste sombre. Lumière clignotante, avion partant et arrivant avec une régularité disciplinée. L'ordre persiste. Les systèmes perdurent. Elle s'arrête une fois de plus, posant sa paume contre le verre frais. La justice n'arrive pas toujours avec le tonnerre. Parfois, elle arrive avec des checklists, avec des standards, avec des gens enfin prêts à regarder. Derrière elle, les protocoles continuent. Emails envoyés, horaires mis à jour, culture poussée vers l'alignement. Devant, la nuit s'ouvre large et calme. Quelque part dans une petite pièce, un homme qui croyait que le volume était le pouvoir commence à apprendre ce que le silence exige. Le protocole a parlé calmement, précisément, et sans excuse. L'effondrement n'arrive pas avec des sirènes ou des cris. Il arrive à 6h43, porté tranquillement à travers les serveurs et les boîtes de réception écrits dans un langage qui ne laisse aucune place à l'interprétation. À travers la compagnie aérienne, les écrans s'actualisent au même moment. Les superviseurs s'arrêtent au milieu d'une gorgée de café. Les salons d'équipage tombent dans le silence alors que la ligne d'objets apparaît. Directive d'intégrité du commandement. Effectif immédiatement. Pas de nom, pas de drame, seulement des conséquences. À l'intérieur du mémo, les phrases sont courtes et sans ambiguïté. Privilège de commandement suspendu en attente d'évaluation. Recertification obligatoire pour tous les capitaines de vol. Surveillance indépendante intégrée dans les opérations et la formation. Audit culturel escaladé vers une révision externe. Personne ne demande qui l'a déclenché. Tout le monde le sait. Dans le salon de l'équipage, une hôtesse de l'air senior lit le mémo 2 fois, puis le plie soigneusement comme s'il risquait de disparaître s'il était mal manipulé. Elle expire lentement et profondément. Donc ce n'était pas juste nous, dit-elle. Une hôtesse plus jeune hoche la tête, les yeux brillants. Ils nous ont enfin cru. L'effondrement n'est pas celui des avions ou des horaires. C'est l'effondrement de l'impunité. Dans un vestiaire niché derrière les couloirs de maintenance, Julien se tient devant son casier ouvert. L'espace semble plus petit qu'avant. L'uniforme pend là, les galons dorés immaculés attrapant la lumière fluorescente avec une précision presque moqueuse. Il retire les épaulettes d'abord, puis la casquette. Il les pose sur le banc côte à côte, les mains s'attardant plus longtemps que nécessaire. Il n'y a pas de caméra ici, pas de public, personne pour qui jouer. Son téléphone vibre. Les messages s'empilent. Partisans confus, critiques enhardis, sponsors silencieux. Il retourne le téléphone face contre terre et s'assoit. Pour la première fois depuis des années, il n'y a rien à gérer que lui-même. En milieu de matinée, les briefings à travers le terminal changent de forme. Ils durent plus longtemps, pas plus fort, plus longtemps. Les questions remplacent les blagues. Les checklists remplacent la bravade. Dans une salle de formation, les chaises sont tirées plus près de l'écran, affichant un cadre que beaucoup reconnaissent, mais que peu s'attendaient à voir appliqué. Pouvoir sous pression, commandement comme intendance, régulation avant autorité. Un capitaine lève la main. Si quelqu'un échoue à l'évaluation, que se passe-t-il? L'instructeur répond d'un ton égal. Il ne commande pas tant qu'ils ne réussissent pas. Aucune objection ne suit, seulement des hochements de tête. Sur la mezzanine surplombant le terminal, Lydia s'arrête à côté de la rambarde en verre. En dessous d'elle, les voyageurs bougent en courant régulier, les roulettes claquant, les annonces sonnant, les enfants tirant sur des mains fatiguées. L'aéroport continue son travail sans fin de mouvement. Mais le ton est différent. À la porte C-17,
un nouveau superviseur briefe une petite équipe. Il écoute quand un agent de porte parle. Il répète sa préoccupation pour confirmer la compréhension. Il la remercie. Lydia regarde à distance, invisible. C'est le changement qu'elle mesure. Pas les gros titres, pas les excuses, le comportement. Une responsable de formation s'approche d'elle tranquillement. Nous avons inscrit 92 capitaines jusqu'à présent, dit-elle. Pas de résistance, juste de l'acceptation. Lydia hoche la tête. Quand les standards sont clairs, la résistance s'estompe. À midi, la compagnie aérienne publie une déclaration. Elle évite les noms et se concentre sur les valeurs. Nous mettons en œuvre des réformes immédiates pour assurer que la préparation au commandement inclut la régulation émotionnelle, la responsabilité et le respect. La sécurité est holistique. Les médias en débattent bruyamment. À l'intérieur du bâtiment, personne ne le fait. Une hôtesse de l'air envoie un message à un groupe de discussion. Je me sens plus en sécurité aujourd'hui. Il est transféré encore et encore. Dans une salle de conférence, les cadres assistent à un débriefing qui semble inconnu. Il n'y a pas de détour, pas de langage défensif. Les données remplacent les excuses. Les témoignages remplacent les anecdotes. Un cadre s'éclaircit la gorge. Nous avons récompensé le charisme et appelé ça du leadership. Personne ne le contredit. Lydia parle en dernier, comme elle le fait toujours. Le pouvoir n'est pas un trait de personnalité, dit-elle calmement. C'est une responsabilité. Quand nous confondons les deux, les gens sont blessés. Les stylos bougent. Les engagements sont consignés. La lumière de l'après-midi s'étire longuement sur le sol du terminal. À un kiosque à café, l'agent de porte de la veille travaille à travers une file régulière. Quand un passager craque impatiemment, elle répond fermement, respectueusement. Un superviseur intervient, non pour la contredire, mais pour la soutenir sans qu'on le lui demande. Lydia passe sans s'arrêter. Ce moment ne lui appartient pas. De retour dans le vestiaire, Julien finit de faire un sac dont il n'aurait jamais pensé avoir besoin. Il s'arrête une fois de plus, regardant l'espace vide où son uniforme pendait. Puis il ferme le casier. Le son résonne. Dans le couloir à l'extérieur, il hésite, écoutant des applaudissements qui ne viennent jamais. Le silence répond à la place. Il continue de marcher. Alors que la soirée approche, les salles de formation se vident et les briefings se concluent. Les horaires se mettent à jour. Les listes s'ajustent. Aucun vol n'est annulé. Aucun chaos n'éclate. Le système absorbe la correction. À la fenêtre surplombant la piste, Lydia s'arrête à nouveau. Les avions font la queue patiemment, moteur au ralenti, attendant leur tour. Un enfant presse son visage contre la vitre alors qu'un avion s'élève doucement dans le ciel. Elle pense au système non comme une punition mais comme une promesse. La promesse que la dignité compte. Que le silence ne signifie pas le consentement. Que la retenue peut recalibrer le pouvoir. Son téléphone vibre. OPS. Audit externe confirmé. Conseil de surveillance RH installé. Elle glisse le téléphone. Pas de sourire, pas de soupir, juste de la résolution. Dans le salon de l'équipage, l'hôtesse de l'air senior glisse le mémo dans son sac. Je pensais partir, admet-elle. Plus maintenant, hoche sa collègue. Moi aussi. La nuit s'installe sur l'aéroport. Les lumières s'allument en séquence. Les annonces s'adoucissent. Le rythme se stabilise. L'effondrement s'accomplit, non avec spectacle, mais avec alignement. Lydia se tient près de la sortie, la main reposant brièvement contre le verre frais, et se rappelle le verset que sa mère avait l'habitude de dire chaque fois que le monde semblait bruyant et injuste. L'Éternel aime la justice et la droiture, la terre est remplie de sa bonté. Psaume 33, 5. Elle laisse les mots l'ancrer, non comme un jugement, mais comme une direction. Puis elle se tourne et marche dans la nuit. Derrière elle, le système continue. Éveillé, responsable, recalibré, pas parfait, mais corrigé, et enfin à l'écoute. L'aéroport la nuit est un endroit différent. Pas vide, juste honnête. Les foules s'amincissent en écho. Les valises à roulettes s'adoucissent contre le tapis.
Les annonces au plafond perdent leur urgence et deviennent de doux rappels que le temps bouge toujours, même quand personne ne se précipite plus. Les lumières du terminal brillent plus chaudement maintenant, se reflétant sur le verre et l'acier qui ont porté trop de tension aujourd'hui et sont reconnaissants pour le calme. À la porte C17, le panneau pend toujours là où il a toujours été. Même porte, même numéro, mais l'air autour a changé. Lydia se tient à quelques pas de la fenêtre, les mains croisées lâchement à la taille. La mallette a disparu. Pas de dossier, pas de protocole, pas d'autorité à exercer, juste l'immobilité. Juste une femme qui a passé la journée à tenir un poids qui ne lui appartenait pas et à choisir de ne pas le laisser tomber sur quelqu'un d'autre. Au-delà de la vitre, un avion roule lentement vers la piste. Ses lumières clignotent avec une certitude patiente. Le son de ses moteurs monte et descend, retenu, déterminé. Lydia le regarde et pense au cercle. Comment les histoires nous ramènent à leur point de départ, non pour répéter la douleur, mais pour révéler la distance parcourue. Cette porte était autrefois une scène pour la cruauté. Un endroit où le pouvoir essayait de faire ses preuves en rétrécissant un autre être humain. Maintenant, c'est simplement une porte à nouveau, un seuil. Des pas s'approchent derrière elle. Elle les entend avant la voix. Dr Brox. C'est l'agent de porte de plus tôt. Sa posture est plus droite maintenant, son ton plus stable, comme si quelque chose en elle avait été réaligné. Elle s'arrête à une distance respectueuse, les mains jointes devant elle. « Je voulais juste dire merci », dit-elle. Lydia se tourne. « Pourquoi ?»« Pour ne pas avoir crié », répond l'agent honnêtement. « Pour ne pas l'avoir humilié en retour. Pour nous avoir montré qu'il y a une autre voie. » Lydia l'étudie un moment, puis sourit doucement. « Crier semble puissant, dit-elle. Mais cela n'enseigne rien, l'agent hoche la tête. J'avais peur hier. J'ai figé. Moi aussi, répond Lydia doucement. L'aveu atterrit. Mais la peur ne nous disqualifie pas, continue Lydia. Elle nous dit juste que le moment compte. L'agent absorbe cela, les yeux brillants. Je n'oublierai pas. Elles se tiennent ensemble un moment, regardant l'avion rouler en position. Puis l'agent la remercie à nouveau et retourne à son poste, bougeant avec une confiance tranquille comme quelqu'un qui a trouvé son équilibre. Lydia reste à la fenêtre. Elle pense à Julien, non avec triomphe, non avec amertume. Il n'est plus un méchant dans son esprit. Il est un homme se tenant à un carrefour, dépouillé de bruit, forcé de confronter la différence entre l'autorité et le caractère. La justice l'a atteint. Mais la grâce décidera qui il deviendra. Son téléphone vibre une fois. Elle le vérifie. Pas d'alerte, pas d'urgence, pas de feu. Pour la première fois depuis l'embarquement, le système est calme. C'est comme ça qu'elle sait que ça a marché. Lydia s'approche de la vitre. L'avion s'arrête au seuil de la piste, moteur s'emballant, rassemblant des forces. Pendant un bref moment, il tient. En équilibre entre le sol et le ciel. Elle murmure une prière sous son souffle. Pas pour la vindicte, pas pour le crédit, pour la sagesse. Pour les dirigeants qui se souviennent que le pouvoir est emprunté, pas possédé. Pour des systèmes qui protègent les vulnérables sans spectacle, pour la retenue qui survit à l'indignation. L'avion accélère et s'élève doucement dans la nuit. Les lumières s'élevant comme une constellation se réarrangeant. Lydia expire. C'est l'image qu'elle garde. Pas les insultes, pas la réunion, pas la suspension. Vol, libération, alignement. Elle se détourne de la fenêtre et marche vers la sortie. Le terminal s'ouvre autour d'elle, large, calme, indulgent. Alors qu'elle atteint les portes automatiques, elle s'arrête une dernière fois, posant sa main légèrement contre le verre frais. Aujourd'hui a prouvé quelque chose qu'elle a toujours su mais rarement vu confirmer si clairement. Que la justice n'a pas besoin de rage pour être réelle. Que le silence, lorsqu'il est choisi délibérément, peut réinitialiser des systèmes entiers. Que la dignité tenue fermement, tranquillement, peut corriger ce que la force ne pourrait jamais. Elle sort dans l'air nocturne. Derrière elle, l'aéroport continue son travail. Des vols partent, d'autres atterrissent. Les gens arrivent portant leurs propres histoires, inconscients de ce qui a été corrigé ici aujourd'hui et protégé pour eux demain. Devant elle, l'obscurité s'ouvre doucement, pas la victoire, pas la vengeance, la paix. On t'a fait connaître, ô homme,
ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6h08. Lydia porte le verset avec elle alors qu'elle s'éloigne. Justice, miséricorde, humilité. Pas l'une sans les autres. Cette histoire n'est pas seulement à propos d'une compagnie aérienne, d'un pilote ou d'une confrontation publique. C'est à propos de qui vous choisissez de devenir quand vous êtes maltraité. Le monde nous dit souvent que la force signifie crier plus fort, humilier en retour, prouver sa dominance devant des témoins. Mais la parole de Dieu et l'expérience vécue disent une vérité plus profonde. Le vrai pouvoir est la maîtrise de soi ancrée dans la vérité. Lydia n'a pas gagné parce qu'elle a embarrassé quelqu'un. Elle a gagné parce qu'elle est restée alignée. Alignée avec la vérité au lieu de l'impulsion. Alignée avec la discipline au lieu de l'ego. Alignée avec le timing de Dieu au lieu des applaudissements humains. Si vous avez déjà été sous-estimé, manqué de respect ou réduit au silence parce que quelqu'un supposait que vous n'aviez pas votre place. Rappelez-vous ceci. Votre dignité n'a pas besoin de permission. Votre retenue n'est pas une faiblesse. Et la justice, lorsqu'elle est confiée aux bonnes mains, bouge tranquillement, mais elle bouge complètement. Dieu voit ce qui est caché. Dieu expose ce qui est faux. Et Dieu restaure ce que les systèmes brisent sans crier. Si cette histoire vous a parlé, si vous croyez que la dignité compte encore, si vous savez que le courage tranquille peut changer des systèmes entiers, abonnez-vous à Dignity Voices. Aimez cette histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Parce que la justice ne crie pas toujours. Parfois, elle atterrit doucement.